Bonjour à tous et bienvenue chez les experts, on pourrait peut-être même dire les expertes aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi, pendant 1 heure, nous allons décortiquer l'actualité de la semaine, une semaine de commission, qu'elle soit spéciale ou d'enquête, et plein d'autres choses. Donc je vous disais expertes parce que nous avons aujourd'hui 3 expertes et un expert, et par contre 2 invités politiques, bien masculins eux, qui passeront sur le grill de ces experts. Men's First, il chronico-blogue à tout va, c'est Marcel Sell, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Et puis elle défend les droits des consommateurs au sein de Testachat dont elle est la porte-parole, Julie Frère, bonjour. Bonjour. Elle traite l'information de toutes les régions sur le site Vivre ici de l'RTBF, Aurore Pénois, bonjour. Bonjour. Et elle est éditrice et n'a pas sa langue dans sa poche, Véronique de Montfort, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors nous allons parler évidemment dès le départ du sujet de la semaine, le piétonnier, le mailleur bashing, et on va se reporter à lundi soir, c'était le conseil communal de Bruxelles-Ville avec des commerçants en colère, un reportage de Jean-Christophe Peuzès, Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gensbeek. Près de 200 commerçants rassemblés dans le hall de l'hôtel de ville de Bruxelles, visiblement déterminés à être entendus. Tous viennent avec une seule envie, enterrer le piétonnier. La voix des commerçants doit être entendue, tout comme celle de la population, et c'est pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc un piétonnier, oui, mais dans des conditions acceptables, que tout le monde puisse supporter, parce que les travaux n'ont encore même pas commencé. Dans le report de circulation, surtout en rouvrant maintenant des rues comme la rue de Laken, alors il n'y a plus qu'à ouvrir la rue d'Anderlecht et on est dans un boulevard parallèle, un mini-ring, mais qui n'est pas aussi large qu'un boulevard, donc ce projet n'a pas de sens. Réduction des prix des parkings, faire quelque chose de façon que les gens de Bruxelles et de la tour de Bruxelles, ils retournent de nouveau à Bruxelles. Parce que Bruxelles, on ne sait plus arriver. C'est trop difficile. Dans quelques instants, place au conseil communal où d'autres voix vont se faire entendre, celle de l'opposition. Écolos comme le CDH réclament une meilleure signalisation des parkings, une meilleure offre de transport public, mais avant tout, une concertation citoyenne. Avec les commerçants, les forces vives, les habitants, la région bruxelloise, concerter, coordonner, créer un nouveau projet de piétonnier avec un périmètre réduit, un nouveau plan de mobilité, un accompagnement des commerces, etc. Pour ensuite soumettre tout cela à consultation populaire pour s'assurer qu'il y ait une adhésion de la population autour du projet de piétonnier. Une adhésion de la population qui, pour l'heure, est loin d'être gagnée. Alors, Marcel Sell, ces grands mailleurs d'émissions, c'était vraiment une démonstration de force de la part des commerçants. Oui, enfin, il faut déjà se demander s'ils étaient tous commerçants ou s'il n'y avait pas aussi quelques citoyens un peu politisés dans le groupe. Maintenant, il y a 2 choses qui me frappent. D'abord, à Bruxelles, rien n'est jamais possible. Parce que si on suit les conseils, si on fait une concertation, puis qu'on fait un référendum, ce qu'on peut d'ailleurs pas faire, etc., finalement, il se passe rien. Donc Yvan Mailleur est un des premiers à avoir dit maintenant je vais le faire. Vous êtes Mailleur-relâtre, vous, hein? Non, pas du tout. Parce que, disons, sa qualité, c'est d'être volontaire. Mais son défaut, c'est en même temps, une fois qu'il a foncé, il ne veut plus revenir en arrière. Or, il y a des problèmes avec le piétonnier. Il y a des choses qui me paraissent illogiques. Il y a autre chose qu'on n'a pas dit aux commerçants, mais qu'on ne dit jamais quand on fait un piétonnier, c'est que le piétonnier change la nécessité commerciale. C'est-à-dire que les commerces qui sont aujourd'hui sur le piétonnier sont plus adaptés, enfin, pour un certain nombre, aux piétonniers. Et ceux qui le sont très contents. Et ceux qui ont des commerces qui sont pas très beaux, qui servent pas à grand-chose dans le cadre d'un piétonnier, effectivement, ceux-là, ils souffrent. Ouais. Julie Frère. Je pense que c'est à la fois la beauté et le problème dans notre pays, c'est la complexité à chaque fois au niveau des différents pouvoirs compétents. On a la ville, on a la région, et il faut une concertation qui n'a pas toujours lieu, en tout cas pas toujours lieu dans les circonstances optimales. Et on ne peut pas penser piétonner sans penser infrastructure du métro, mobilité alternative, indication et amélioration de l'offre des parkings. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entendait aussi dans ce reportage, l'indication des parkings. Quand on arrive de l'extérieur de Bruxelles et qu'on
on veut simplement essayer de comprendre où se garer pour pouvoir ensuite prendre éventuellement le tram ou faire le reste à pied, c'est impossible. Elle est simplement inexistante, cette signalisation. Et il n'y a pas eu vraiment de renforcement de l'offre des transports en commun, mais également de privilégier les transports alternatifs comme le vélo. Et donc, je pense qu'on doit voir les choses dans un ensemble global. Alors moi, je ne me prononce pas pour ou contre la personne d'Yvan Mayer. Je pense que le problème est beaucoup plus profond que celui-là. Et donc, voilà, il faut concevoir les choses. Ce n'est pas juste le piétonnier, c'est le piétonnier avec des parkings accessibles et avec une offre de mobilité alternative à côté. Et vous, Aurore Pénois? Moi, j'ai l'impression que tout est exagéré, que les gens sont d'une impatience aussi, parce qu'en soi, l'offre de la STIB n'a pas diminué, elle est toujours aussi présente. Les parkings sont toujours aussi présents, il y a de la place pour aller se garer. Alors, les métros étaient fermés à Oui, partir de 22h. Les parkings sont chers. Ils ne sont pas indiqués. Voilà, oui, non, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi être peut-être un peu patient. Le métro, les attentats n'ont pas aidé. Et je pense que justement, ces attentats ont eu un impact et que finalement, on globalise tout sur le piétonnier, alors que peut-être il faut aussi aller un petit peu plus loin et de se dire que si déjà l'aéroport a du mal à fonctionner, effectivement, de l'extérieur, ça donne pas envie d'aller à Bruxelles non plus. Donc, voilà. Véronique de Montfort. J'ai un avis différent de celui d'Aurore, c'est que je ne suis absolument pas patiente. Voilà, vous en doutez, je n'ai aucune envie d'attendre cette histoire de parking, de réorganisation. Je me demande à quoi ils jouaient le soir où ils ont décidé, au Vogelpick, dans la grande salle de la maison communale. Mais enfin, il faut quand même arrêter. On n'est pas la première ville qui décide d'avoir un piétonnier. Il y a d'autres grandes capitales qui l'ont fait. Pour certaines, il y a eu des problèmes, pour d'autres, pas du tout. Je veux dire, on est des amateurs, là, les petits lapins. Hein. Je veux dire, il suffit d'entendre les commerçants. J'ai été me balader, mais on s'est retrouvés, cher Jean-Jacques, vous et moi, à une grande manifestation. Puis après, j'ai été faire mon petit tour dans les commerces, effectivement, qui se trouvent sur le piétonnier. Il y en a qui ne rient, mais alors là, pas du tout. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Voilà. Donc, il y a un gros problème. Je vous propose d'écouter maintenant l'avis de nos invités politiques, deux bourgmestres, Émir Kir et Hervé Doyen. Émir Kir est député fédéral PS, il est bourgmestre de Saint-Josse également, et à ses côtés, Hervé Doyen, qui s'assied de justesse. Hervé Doyen, jusqu'à un mois, était député régional CDH, et puis il a laissé la place à Joël Miquet. Aujourd'hui, il est bourgmestre de Jette, en tout cas, et il a suivi notamment les travaux de la commission Tunnel, donc il est bien au fait de tout ce qui s'est passé au Parlement là-dessus. Mais d'abord, votre réaction à tous les deux sur cette semaine incroyable où ce piétonnier est devenu la chose la plus grave qui se passe à Bruxelles et Mayer une espèce d'ennemi public numéro 1. Émir Kir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réaction de la part de commerçants, d'habitants, et je trouve positif que le gouvernement régional a décidé d'entrer dans le jeu, et j'apprécie que le bourgmestre lui-même ait trouvé ça positif. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir autour d'une table, organiser une concertation la plus large possible et adapter le projet. Parce que manifestement, le projet pose des problèmes au niveau de sa taille, pose aussi des problèmes au niveau de l'accessibilité. C'est les mots qui reviennent tout le temps de la part de tous les intervenants. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui permet au centre-ville de redémarrer, mais aussi aux communes limitrophes comme la mienne, d'avoir un minimum d'impact. Parce qu'il n'y a pas que le centre-ville, il n'y a pas que le Pentagone. Je pense que c'est la région entière aujourd'hui qui est engagée. Et c'est pour ça que je trouve bien que le gouvernement régional, aujourd'hui, descende aussi dans l'arène. Et pas trop tard? Parce que finalement, on a attendu longtemps avant que le gouvernement régional travaille avec la ville. Je pense que c'est jamais trop tard. Surtout, vu le contexte, on a un contexte international avec le terrorisme, le radicalisme. On a eu les problèmes de tunnels. Il y a le problème avec le piétonnier. Je pense que ce qui est positif aujourd'hui, c'est que le gouvernement montre que la concertation est la voie à suivre et dégage des moyens. 66 millions d'euros pour la sécurité dans le transport public, mais aussi l'image et l'économie dans la ville. Je trouve ça vraiment bien, et je ne pense pas que ce soit trop tard, parce que je pense que c'était quelque chose qui était attendu, et c'est pour moi des mesures concrètes. Alors Hervé Doyen, vous, le CDH est dans l'opposition à Ville de Bruxelles, donc il demandait une consultation populaire. Oui. Vous êtes sur cette ligne-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais je ne suis pas content. Je suis pas contenteur du CDH de Bruxelles. En revanche, puisque vous posez la question des piétonniers,
je trouve qu'il faut distinguer deux choses, le fond et la forme. Voilà, je pense que la forme a très fort souffert et au détriment d'un fond. Le vrai débat, c'est de savoir, le piétonnier, il aurait dû peut-être être amené autrement, il aurait peut-être dû être concerté, il aurait peut-être dû accompagner sur un mode plus pédagogique, plus didactique, et j'englobe, et je vise personne, enfin, je vise pas les personnes ici, je vise une démarche. Voilà. Il m'a semblé que la démarche, qui est celle de la concertation, etc., a un peu manqué, et qu'à défaut de pouvoir le faire, on en arrive à des situations qui sont quand même un peu pourries. Pourries dans le sens émotionnel du terme. Ça veut dire qu'on en arrive à ce que les gens n'arrivent plus à s'entendre, n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à se comprendre. Et c'est dommage sur un projet urbain aussi intéressant que celui-là. Et si je peux me permettre un parallèle, et non pas pour lancer des fleurs à la commune de Gette, dont je suis le meilleur, mais la ligne 9, la création d'une ligne de 6 km sur une commune, c'est pas mince non plus comme impact. Voilà, c'est pas mince, c'est un gros chantier en termes de mobilité, c'est un gros chantier en termes de vision de la ville, c'est un gros chantier impactant pour les commerçants, c'est une ligne qui passe sur le miroir. Hein, donc, on construit également un parking de 200 places. Oui. Et je trouve que dans ce dossier-là, la STIP, la région, la commune, ont fait preuve dès le début, je veux dire, d'un souci d'accompagner le chantier en telle manière que, aujourd'hui que le chantier est en cours, aujourd'hui que le parking va commencer, les travaux du parking vont commencer le 9 mai, j'observe, parce qu'on se parle, que parce qu'on a un comité d'accompagnement dans lequel les commerçants, les maraîchers, les habitants sont représentés, parce que nous avons des bons contacts avec le cabinet SMET d'une part, le cabinet Groel-Savant, et parce qu'on avait des bons contacts, et on a toujours des bons contacts avec la STIP, avec les administrations, il m'apparaît que ce chantier du tram 9 et le projet urbain du tram 9 a mûri auprès de la population, a mûri auprès des commerçants. Vous vous donnez tel qu'on un arrive. Bon point. La ville de Bruxelles aurait dû faire comme vous. Et à Saint-Josse, parce qu'à Saint-Josse, on a eu jeudi, on a beaucoup parlé de DOD, des problèmes de DOD, et DOD a 60 emplois sur Saint-Josse. Et là, les commerçants, quand je les ai vus ou quand je les ai eus au téléphone, se plaignaient beaucoup du piétonnier de la place Madou, du début de la chaussée de Louvain. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que là aussi, on a bien travaillé avec les gens dans le quartier à propos de ce piétonnier-là, même s'il est plus petit que celui du centre? Je pense que sur le principe, le piétonnier est quelque chose d'agréable. Simplement, le lieu doit s'y prêter, et je rejoins Hervé, il faut accompagner ce type de projet qui change la convivialité, le cadre entier d'une ville ou d'un quartier. Et ce qui s'est passé à Saint-Josse, c'est qu'on l'a fait de manière brusque, et on avait fermé la chaussée de Louvain. Oui. On l'a réouverte. Et on a, nous, préféré élargir la taille des trottoirs, faire un site propre pour le bus, permettre quand même aux voitures de descendre par la rue juste parallèle rue Skelquin. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc on travaille actuellement de la même manière avec Pascal Smet et la région. Et normalement, nous allons déposer un projet, la région va déposer un projet qui devrait permettre d'améliorer la fluidité et mobilité pour tout le monde, piétons, vélos, bus, voitures. Et aussi avoir un cadre de vie amélioré avec de nombreuses terrasses pour les habitants, pour les commerces. Quant aux problèmes spécifiques de cette enseigne, je pense qu'effectivement, elle est en crise aujourd'hui à certains endroits, mais il faut aussi voir la diversification de l'offre aujourd'hui au niveau des vêtements. Je pense que Bruxelles et les villes ne sont plus comme il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous avez, je ne vais pas citer ces noms d'enseignes qu'on connaît à Liège, qui sont arrivés notamment à Bruxelles. Il y a une telle concurrence qu'il y a aussi une obligation dans le chef des entreprises de se renouveler. C'est un peu ce que disait Marcel Sell. Je rejoins Marcel, nous nous rejoignons là-dessus. Mais quelle action de promotion il faut faire pour un peu relancer tout ça? Parce qu'on voit, est-ce qu'il faut se mettre en pyjama pour aller dans les hôtels? Est-ce qu'il faut aller prendre des photos de ses assiettes dans les restaurants? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire je pense que personne ne peut éluder les problèmes que nous traversons actuellement. Je pense que le plan tunnel, on en parlera, mais c'est important qu'on agisse très vite et qu'on mette un terme à la situation Stéphanie et aussi dans l'autre tunnel, le nom ne me revient pas. Les deux prioritaires, Montgomery, Montgomery. Je pense que par rapport aux piétonniers, c'est important d'atterrir. Il faut atterrir et il faut rassurer les commerçants, les habitants, mais aussi toutes les communes tout autour. Et puis, il faudra trouver une solution par rapport au terrorisme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, croire que tout est derrière nous est une grave erreur. Je pense qu'on est rentré dans une guerre au travers de la coalition internationale au mois de septembre 2014. Il ne faut pas rêver. Ils avaient dit qu'il y aurait des répliques, il y en a eu.
Et donc, par rapport à ça, je tiens quand même à rappeler qu'on devra quand même trouver des solutions. Parce que si nous continuons dans cette direction... Donc, bien, si on retire nos avions de la coalition, on va relancer l'économie bruxelloise. Non. Mais parce que vous liez les deux. Ce que j'essaye de dire, pour être clair, je ne lis pas du tout les deux. Ce que je dis, c'est que en continuant et dans cette démarche, nous nous exposons. Il faut que l'on revoie notre approche au niveau du Proche-Orient, au niveau de la Syrie notamment. Si on continue dans cette direction, on est dans une guerre qui est pour le moment un peu larvée, il faut le reconnaître, on continue à s'exposer. C'est un élément qu'on ne peut pas écarter de la main. S'occuper simplement du radicalisme est une erreur. Il faut s'occuper du radicalisme, mais il faut aussi s'occuper du terrorisme et de cette guerre. Et je dis que c'est un élément, mais les deux premiers qu'on a cités sont des éléments aussi importants. J'en parle parce que pour le moment, dans l'opinion publique, je regrette que l'on donne l'impression que le problème du terrorisme radical est un problème belgo-belge. Je signale que depuis le 13 novembre, les attentats de Paris, il y a eu 22 villes qui ont été touchées dans le monde. Une fois Bruxelles, le 22 mars, mais il y a 22 autres villes, 500 morts. Ce que je veux dire par là, c'est que ce problème est un problème réel qu'il ne faut pas éluder d'une main. C'est quelque chose qui peut nous revenir et qui peut de nouveau nous mettre dans de grandes difficultés. Julie Frère, vous aviez une question. Oui, non, je voulais plutôt réagir par rapport aux piétonniers, mais alors là, évidemment, allez-y, sur le radicalisme. On revient aux piétonniers. Ce que je voulais simplement dire, et je rejoins M. Doyen là-dessus, c'est que parfois, je trouve que malheureusement, forme et fond se sont confondus, et parfois on a l'impression qu'avant ce piétonnier, c'était hyper facile d'aller se promener en voiture à la bourse. Or, c'était, il faut le dire, c'était une catastrophe absolue. On était tout le temps dans les embouteillages. Et donc, je veux dire, il y a une idée. Ce n'est pas parce qu'il y a ce piétonnier uniquement qu'il se passe ce qui est en train de se passer. On a eu le terrorisme, on a eu le lockdown, etc. C'est toute une série de facteurs. Et donc, ne pas perdre ça de vue pour simplement supprimer un projet de fond qui a sans doute des mérites. Et je voulais dire quelque chose aux commerçants qui se plaignent. Je comprends très bien qu'ils se plaignent. Mais s'ils disent « nous sommes inaccessibles », ils ne vont pas attirer les gens. C'est le contraire qui se passe. Donc en fait, eux-mêmes ont tendance aujourd'hui en disant on n'arrive plus jusque chez nous, ce qui est faux. J'étais au centre-ville, j'ai juste payé cher en parking, mais c'est ce que j'ai toujours fait quand j'allais au centre-ville. Oui. Aurore, pour clôturer sur ce dossier-là. J'ai l'impression aussi, c'est aussi peut-être une vision, parce que pour autant, j'étais aussi lundi dans un restaurant de la rue de Laken, où c'était bondé, en fait. C'est de se dire, finalement, on entend peut-être que les gens qui râlent, alors que les gens sont tout à fait contents, que ça, c'est pas pire qu'avant. Non, il y a un problème. Il y a un vrai problème. On ne peut pas le nier non plus, mais voilà. Mais est-ce que c'est pire qu'avant? Je suis pas certaine. Voilà, très bien. Pour ce dossier-là, je crois qu'on reparlera du piétonnier, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, sur ce dossier-là, on va s'arrêter maintenant. On va parler plutôt des commissions. Il y a eu deux grosses commissions dont on a parlé aujourd'hui, mais on va d'abord, cette semaine, parler de celle qui s'est installée, la commission d'enquête spéciale attentat. On va écouter ce que Laurette Tonkelings disait du démarrage de cette commission d'enquête. Elle était invitée jeudi dans l'interview. Effectivement, dans ce pays, il faut une réflexion de fond. Il y a eu la réforme de la police il y a quelques années d'ici, suite à l'affaire Dutroux. Ici, je pense qu'on n'échappera pas à une réforme globale des services de sécurité. Et qu'on n'échappera pas non plus à une réflexion globale sur les moyens qu'on donne à celles et ceux qui doivent nous protéger. Quand vous pensez que, par exemple, pour la sûreté de l'État, à l'heure où je vous parle, il y a environ 15% d'effectifs en moins qu'en 2010, alors qu'on a un besoin important pour la sécurité de nos concitoyens. Donc voilà, toutes ces questions vont être posées et j'espère qu'on pourra faire de bonnes recommandations au profit de nos concitoyens. Alors, Emirki, on a l'impression que, pour les tunnels dont on parlera tout à l'heure, mais ici aussi, qu'on parle chaque fois de problèmes de moyens. Et ici, les moyens mis pour la sécurité, pour la sûreté de l'État. Est-ce que ça se résume à un problème de moyens ou parfois d'incompétence ou de vision déficiente pour vous ? Si j'écoute par exemple un député du CDNV hier et de l'OpenVLD en question d'actualité au Parlement, ils expliquent que les zones de police en Flandre orientale notamment ne sont plus à même de pouvoir assurer les missions locales de police, tant le fédéral requiert ses forces. Donc il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, même en Flandre, on dit la même chose qu'à Bruxelles. Et quand on sait que ce gouvernement, en début de législature, a diminué de 10% les effectifs policiers pour la police fédérale, voilà, c'est confirmé. Oui, mais je pense que le précédent aussi ne mettait pas autant de moyens. Je suis d'accord. Donc, oui. Et d'ailleurs, Laurette,
quand elle a parlé de 15%, elle a parlé de 15% depuis 2010. Exact. Le problème de moyens est un problème. Et je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité, un problème d'état d'esprit. Quand un dossier n'est pas traité, on peut faire toutes les réformes du monde. On peut réorganiser autrement. Mais s'il n'est pas traité, c'est que quelque part, il y a des personnes qui n'agissent pas. Quand à Malines, on veut faire parvenir un rapport essentiel pour l'arrestation de Abdeslam Salah et que ce rapport n'arrive jamais là où il doit arriver, il y a un problème. Quand il y a le cas de Ibrahim El Bakraoui qui est proposé et que ce dossier n'est pas traité, c'est un problème. Et là, je pense que c'est une question plutôt de management personnel. Et donc, à côté du problème des moyens, on parle de réforme, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi une mentalité qu'il faut retravailler. Mais ça se passe mieux dans la police locale, Hervé Doyen, chez vous? Est-ce que vous êtes arrivé avec toute cette crise qu'on a sur les listes des noms que vous recevez commune par commune, est-ce que vous avez pu voir si la police locale avait bien travaillé, elle, de son côté? Moi, je suis persuadé que la police locale a bien travaillé. Je suis des bourgmestres qui ont connu l'avant-réforme de 2000 et l'après-réforme de 2000. Nos policiers se sont davantage professionnalisés et les 6 zones bruxelloises ont gagné à avoir mis fin à 19 polices communales. C'est une évidence. Voilà. Celui qui aujourd'hui dit que les polices communales d'avant 2000 fonctionnent mieux que les zones de police fonctionnent aujourd'hui, soit il n'a pas connu les deux, soit il est dans la langue de bois. Et donc, mais donc une seule zone, ce serait peut-être encore meilleur alors? Moi, personnellement, je vous le dis comme je le pense, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Il y a des villes entières... C'est déjà très bien. Ah non, c'est rare. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. La préfecture de Paris est dirigée par un seul préfet de police avec un seul... il ne m'a jamais apparu qu'on était moins en sécurité à Paris qu'on l'est à Bruxelles ou à Hambourg ou à Berlin. Donc par rapport à ça, je n'ai pas de tabou. Mais pour un peu rebondir sur ce que disait mon ami Émir, le problème des moyens est un vrai problème. Je ne sais pas si vous avez été saisi par ça, mais quand on annonce en Allemagne des grèves des matons de prison, au motif qu'on leur retire leur outil de travail parce qu'on ferme les prisons, quand en France et en Belgique, on essaie d'en construire et de les remplir, ça pose la question du rapport de l'État aux citoyens, dont la première prérogative, je le rappelle, est d'assurer la justice et la sécurité. Et donc, si l'État ne retrouve pas ses prérogatives, qui est son contrat avec le citoyen, c'est vous ne faites pas justice vous-même, on s'en charge à votre place, mais en conséquence de quoi, je vous assure votre sécurité. C'est le contrat moral entre l'État et les citoyens. Je pense que cette notion-là de l'État, en Belgique, on la perd. Oui, on la perd pourquoi? Sur un dessin politique. Et ce dessin-là, c'est le dessin flamand. Mais ça, c'est facile de toujours mettre ça sur le dessin flamand. Oui, mais est-ce que, plutôt que le dessin flamand, on n'est pas dans une crise qui est notamment due à la rigueur budgétaire imposée que tous les pays européens se sont imposés, on ne va pas dire imposés par l'Allemagne, mais est-ce qu'à un moment donné, vu la situation aujourd'hui, on ne devrait pas essayer de lancer l'idée d'avoir un dérapage de la dette de 4 ou 5% pour reconstruire, retrouver des moyens. On n'a plus de prison. Le radicalisme se fait en prison et on ne peut rien faire. On n'arrive même pas à surveiller ce radicalisme, encore moins... C'est vrai, Véronique de Montfort, Salah Abdeslam, quand il est arrivé dans la prison à Fleury-Mérogis, il était hué parce que, justement, il n'a pas été assez courageux. Ah non, c'est le gros problème du martyrat dans l'État islamique, c'est qu'on doit mourir en martyr. Oui. Vous partez en lâche, ça ne va pas. Moi, je voudrais revenir quelque chose. Vous êtes tous les deux bourgmestres, donc ça veut dire que vous avez été en possession de cette fameuse liste de personnes radicalisées dans vos communes, chacun, comme tous les autres bourgmestres. Il y en a une nouvelle qui, je pense, est arrivée sur vos bureaux récemment, ou mise à jour récemment. Qu'est-ce que vous faites avec cette liste? Quels sont vos moyens en tant que bourgmestre et quelle est la façon dont vous gérez? Une question bien précise. Oui, désolé, j'aime bien les... Voilà. Oui. Moi, je suis très mal placé. Ah, ça commence. Je suis très mal placé, mais pas pour les raisons que vous pensez. Je suis très mal placé parce que nous, on a mis en œuvre une politique de prévention, on a décentralisé tous les services, on est dans tous les quartiers avec nos éducateurs de rue, nos travailleurs sociaux, et on est vraiment aux côtés de chaque jeune, et on essaye de leur proposer un projet de vie, et nos travailleurs sociaux sont des lieux de recours pour chacun, et quand ça ne suffit pas, il y a les élus. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas de départ ni de retour. Et donc, on est dans une situation... Donc, vous n'avez pas reçu de liste, en fait. Nous sommes dans une situation très favorable actuellement. Je touche du bois. Oui. Ça peut arriver à tout moment, à un cas ou à un autre cas.
Ce que je veux dire par là, c'est que nous essayons vraiment de valoriser les jeunes, de leur proposer des projets culturels. Mais vous avez une liste, monsieur Bourmazon, vous avez des noms. Nous avons eu quelques soucis avec des recruteurs qui sont venus à l'été 2013, et nous y avons apporté des réponses avec nos éducateurs de rue. Nous avons aussi des arguments que nous avons déployés sur le plan, entre guillemets, par rapport à leurs arguments, mais nous ne dévoilons pas trop les choses parce que nous voulons travailler dans la discrétion. J'ai par exemple refusé en début de législature, début 2013, d'avoir un coordinateur radicalisme, parce que je ne veux pas associer Saint-Josse et radicalisme, je ne veux pas associer jeunes et radicalisme, je veux associer jeunes et sport, jeunes et culture, le succès, parce que je n'ai pas envie d'être l'image du radicalisme. On a la population la plus pauvre de Belgique, la plus forte densité de population, la plus jeune, et pour le moment ça se passe. Maintenant, par rapport à ce que l'on pourrait faire, et là, je veux dire que c'est toute la stratégie, et je réponds aussi à l'autre question, c'est toute la stratégie du gouvernement. C'est de faire basculer la responsabilité sur les communes et les zones de police. Alors, je voudrais vous dire, très calmement, sûreté de l'État fédéral, police judiciaire, cellule terrorisme fédéral. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on suive qui? Comment? Pour suivre un terroriste ou un djihadiste, il faut 15 policiers. C'est le prix à payer. Et là, je rejoins Marcel. Si nous voulons aujourd'hui assurer la sécurité, il faut en faire une priorité. Mais ce gouvernement a fait des économies au niveau de la fraude fiscale, 7 milliards qu'on a mis de côté. C'est chaque année maintenant 350 millions au lieu d'avoir 7 milliards. Et donc on fait des économies. Et ces économies, on les fait dans tous les départements de manière bête, linéaire. On descend 10% du personnel en 2014 comme ça. Alors que déjà en 2014, je rappelle qu'il y avait des prémices du radicalisme, on avait déjà des soucis. Et donc, pour un gouvernement de droite, je trouve ça exceptionnel. Un gouvernement de gauche l'aurait fait, on aurait dit c'est normal, ils sont contre. Mais nous demandons le refinancement de ces secteurs parce que nous voyons sur le terrain les difficultés à assurer la mission de sécurité. Hervé Doyen, pour AGET, quelle est la réponse à la question de Véronique de Montfort? Toutes les communes, c'est triste ou c'est pas triste, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne par rapport à cette problématique-là. Et je dois la vérité, la liste dont vous parlez, oui, je la reçois, comme tous les bourgmestres. Nous avons des listes. C'est des listes qui me bougent très peu. Donc moi, je crois que j'ai la même liste depuis 3 ans qui reçoit. Nous avons dans nos communes... Touchons du bois toujours, donc. Pardon ? Touchons du bois toujours. Oui, donc elle bouge peu dans le sens où, visiblement, les services de renseignement avaient quand même un certain nombre d'éléments. Il y a l'exception des derniers, les primo-arrivants, on va dire comme ça, qui sont arrivés par d'autres biais que, notamment, cachés parmi les migrants. À cette exception-là, je veux dire, visiblement, les renseignements sont assez fiables et ces listes-là. Je dois à la vérité que ces listes dont vous parlez, pour ce qui concerne JET, c'est réduit à pas grand-chose. Je pense que... Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ces listes? Alors, ces listes sont portées à la connaissance des comités de sécurité que nous avons tous dans nos communes, avec le fonctionnaire terreau de la zone, avec le service de prévention, avec le service de police, et... on les a passés en revue, ces gens sont là, ils sont entre guillemets connus ou supposés être connus pour un certain nombre de choses. Donc, on n'a pas mis en œuvre de choses particulières, je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes, pas plus, peut-être 5, des choses particulières. Parce qu'on a convenu que c'était comme ça qu'il fallait le faire pour ces personnes-là. Peut-être que dans d'autres cas et dans d'autres situations, on aurait fait autre chose. Mais là, en l'espèce, en ce qui concerne les 3-4 personnes connues sur JET, il n'y a rien qui a été mis en œuvre, si ce n'est qu'on reste en contact avec le renseignement. Très bien, on va passer à la deuxième commission de la semaine. C'est plutôt la fin de la commission Tunnel, puisque ce vendredi, on a voté le rapport de la commission Tunnel en plénière au Parlement. Mais on va faire un petit retour en arrière, parce que lundi, Pascal Smet a présenté son plan pluriannuel de rénovation des tunnels en même temps. Donc, on va faire un package avec ces 2 sujets de tunnel. Voilà le reportage que nous avons diffusé lundi sur BX1. Pascal Smet devant les députés de la commission infrastructure du Parlement. Le ministre présente son programme pluriannuel d'investissement pour les tunnels. 50 à 60 millions d'euros dépensés chaque année durant 15 ans. C'est-à-dire que les investissements sont connus, que les investissements sont budgétisés, les investissements sont prioritarisés et vont aussi être exécutés les 10 à 15 ans à venir. Sont notamment jugés prioritaires les tunnels Léopold II, le Rogier, celui sous l'avenue Louise ou le Montgomery. Pour cela,
Les travaux sont déjà lancés ou le seront cette législature encore. Les tunnels Trône, Cinquantenaire et Port de Halle sont jugés d'urgence moyenne. Enfin, les tunnels Bailly et Reyers-Centre seront rénovés, mais sans urgence. La région mettra la main au portefeuille et fera aussi appel à des investisseurs sous forme de partenariat public-privé. On est en train d'analyser, est-ce qu'on va travailler selon un DBM ou un DBFM? C'est quoi la différence? C'est le privé qui le fait dans tous les deux cas, mais dans le premier cas, DBM, c'est la région qui finance. Dans le deuxième cas, c'est aussi le privé qui préfinance. Et ensuite, on doit chaque année payer une indemnisation. On est en train de calculer maintenant les avantages pour et contre, et ce qui est le meilleur à faire, pas seulement en termes financièrement, mais aussi en termes qualitativement. Sur les bancs de l'opposition, on se demande si tout cela ne va pas trop vite, trop loin. Et ici, moi, je me retrouve face à un ministre qui nous explique qu'il engage les prochains gouvernements, donc les 3 prochains gouvernements, et même au-delà, sur certains autres tunnels, puisque Léopold II, on est parti pour un partenariat public-privé qui s'étend sur 25 ans. Donc là, on parle carrément des 5 prochains gouvernements. Il faudra de toute façon trouver des investisseurs à la hauteur d'une promesse, celle de ne pas prélever de taxes supplémentaires, ni de droits de passage. Alors Marcel Sell, alléluia, on est sorti de la saga du tunnel. Mais c'est ce que j'entends chez plusieurs députés qui me disent « Regarde, c'est formidable, on s'est tous mis d'accord, tout le monde a reconnu nos fautes communes. » Et en fait, moi, je suis terrorisé parce que je me dis « Et le citoyen là-dedans ?» Donc en fait, en gros, le monde politique bruxellois, et il n'est pas le seul coupable, parce qu'il y a le fédéral aussi, arrive en nous disant « Ah, on a tous fauté, nous, l'administration, etc. Et on le reconnaît, c'est quand même formidable. » Et je dis « Mais non, c'est catastrophique, parce que ça veut dire que pendant X années, en tout cas le dossier des tunnels, tout le monde a été incompétent. » Alors, pourquoi nous payons nos impôts? Alors, je ne veux pas faire d'antipolitique non plus et dire tous pourris, c'est pas ça. Mais dire, à un moment donné, il faut quand même arriver chez l'électeur et leur dire on va essayer de faire mieux. Mais c'est ça, le plan de 15 ans, c'est essayer de faire mieux. Oui. Maintenant, Aurore, aussi oui, un mais mot là-dessus. J'attends le prochain sujet. Hein. Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fin de reportage, vous dites justement il n'y aura pas de taxe supplémentaire, pas de droit de passage. Alors, on est presque en train de croire que ces nouveaux tunnels, ce plan va être gratuit. On sait bien, rien n'est gratuit, mais je ne sais pas d'où va venir cet argent, mais je ne suis pas très rassurée. Alors, Hervé Doyen, vous avez participé à cette commission, vous avez suivi tous les travaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites, avant de répondre peut-être aux questions précises de nos experts, mais de votre côté, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ça s'est terminé? Mais j'ai trouvé que la problématique des tunnels était assez exemplative d'un certain nombre de mots. AUX, ouais. De mots qui gangrènent un petit peu le fonctionnement de notre pays. Le morcellement du pouvoir, le morcellement des institutions, le morcellement des budgets, le morcellement des zones d'influence, tout ça ne concourt pas, je veux dire, alors je ne suis pas un jacobin, donc je ne suis pas à dire qu'il faut reprendre tout dans l'État et on va supprimer les communes, les régions, les communautés, etc. Je crois qu'il faut accompagner les réformes de l'État successives et probablement déjà anticiper les suivantes, n'est-ce pas, messieurs? Mais je parle virtuellement aux politiques de la NVA notamment et d'autres. Mais ce mal-là est un mal réel. Et on l'a bien entendu, notamment quand Charles Piquet s'est exprimé devant la commission, que la région bruxelloise était elle-même héritière d'un certain nombre de choses qui avaient déjà été faites par les administrations fédérales avant. Et donc, tout ça est assez exemplaire, on va dire, d'un certain nombre de mots sur lesquels ça vaut la peine peut-être un jour de se pencher davantage. Ça veut dire cet morcellement de l'exercice du pouvoir, pas pour l'exercice du pouvoir politique au sens pas noble du terme, mais de l'affluence, de la prise de responsabilité dans les politiques qui sont menées, politiques urbaines, de mobilité, etc., ne me semble pas... ce débat-là est assez exemplaire. À ce que vous dites, on a parlé cette semaine du plan autisme, par exemple. On a reconnu l'autisme comme maladie, handicap en 2004, ouais. Il a fallu 12 ans pour sortir un plan autisme. Et encore, on me dit, on a pu le faire parce qu'il y a 3 ministres CDH. Et donc, ils ont pu travailler ensemble. Donc, vous vous rendez compte que quelque part, on a quand même un problème. Mais oui, mais ça pose un problème de morcellement. Par rapport à ça, qu'est-ce qui peut nous assurer que dans les 15 ans à venir, finalement, ce plan pluriannuel sera bien assuré, que ça se passera bien et qu'on ne fera pas les erreurs du passé? Je pense que quand il s'agit des tunnels, je ne pense pas qu'il faut avoir une vision politique pour rénover des tunnels. Je pense que c'est des tâches d'exécution.
Si un tunnel est vétus, s'il est usé, je veux dire, il faut faire de la maintenance. Quand c'est trop loin, c'est les fondations, il faut faire des travaux. Il y a des décisions politiques qui n'ont pas été prises, ça c'est assez clair quand même. Ce que je pense, c'est que pour en arriver là, il faut avoir laissé aller. Je pense que, surtout quand il s'agit d'un dossier infrastructure et que c'est de la rénovation, c'est des tâches d'abord et avant tout d'exécution. Il faut dégager les moyens. Ça, c'est politique. C'est politique. Mais ce que je voudrais dire, mais quand on dit qu'il y a urgence en 2009 et qu'en 2015, on n'a toujours rien fait, je pense que là, c'est quand même au niveau politique que le problème se pose. Je pense qu'il y a... faut voiler la face. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est à Bruxelles depuis 20 ans, 30 ans, il ne faut pas être grand clair pour voir l'état des tunnels. Je veux dire, les tunnels qui n'étaient pas repeints, qui n'étaient pas rafraîchis, ça fait des décennies. Je veux dire par là que ceux qui occupaient les fonctions, tant au niveau de l'administration qu'au niveau des gouvernements, ont une responsabilité. Personne ne peut éluder ça. Et je crois que ce qu'il faut surtout, c'est du management. Quelle que soit l'occupation. Et une volonté d'excellence peut-être, parce que j'ai l'impression que ça manque, en tout cas à Bruxelles, une volonté de faire par mieux. Par exemple, moi quelque chose qui me choque, qui m'a toujours choqué, on a quelqu'un qui ne transmet pas le rapport, on fait une commission d'enquête, on verra bien. Mais bon, faites ça dans une entreprise. Il y a un problème, il faut à un moment donné être réactif. Il faut aussi pouvoir agir en disant, dites monsieur là, vous, ça n'a pas été rafraîchi depuis autant d'années, vous faisiez quoi? Je veux dire que ça, il ne faut pas des commissions. Je ne pense pas qu'il faut des commissions. Je pense qu'à un moment donné, quand on a une responsabilité, on doit s'exposer en portant la critique et en portant la responsabilité à celui qui ne fait pas son travail, quitte à avoir des contre-feux. Ça peut arriver. Cette culture doit revenir, la culture de la responsabilité. Quand on agit tant au niveau politique qu'au niveau de l'administration, je regrette, on a des responsabilités. Là, je pense qu'on doit changer nos mentalités et je ne stigmatiserai pas la région bruxelloise. Je pense que c'est partout, dans tous les services publics. Et sur Bruxelles, je voudrais quand même dire, c'est pas très sympa quand on voit que l'on n'investit pas dans nos gares, dans la mobilité au niveau du fédéral depuis quand même de longues années. Je dirais que ce qui nous arrive, c'est aussi un désinvestissement de l'État fédéral. C'est aussi ça qui pose problème, parce que le problème du tunnel, c'est aussi parce qu'il n'y a pas le RER, c'est aussi parce qu'on n'investit pas assez au niveau de la SNCB pour Bruxelles. Donc c'est un problème global. Bruxelles rapporte à tout le monde, mais ne bénéficie pas suffisamment du soutien fédéral. Et malheureusement, avec ce gouvernement, c'est toujours le cas. Mais peut-être aussi, on peut se dire que les 3 grands partis traditionnels ne sont pas dirigés par des Bruxellois. Peut-être que ça a une influence aussi. Je vous propose de passer au sujet suivant. On va parler consommation et tout d'abord de cette nouvelle règle du jeu qui a été prise à Bruxelles cette semaine. C'est pour les propriétaires d'hébergements touristiques et notamment ceux qui utilisent Airbnb. Eh bien, ils devront se déclarer auprès de la région bruxelloise et ça émeut Antoine Saint-Denis qui est un de ces utilisateurs d'Airbnb à Bruxelles. Et écoutez-le au micro de Arnaud de Spiegel. Je pense que c'est difficilement réalisable et je pense que c'est tout le problème de cette réglementation, sauf à embaucher des dizaines de fonctionnaires supplémentaires, il ne sera pas possible de vérifier l'ensemble de ces détails. Il y a là quelque chose de malsain. La puissance publique doit garantir que ce qu'elle édicte est respecté, mais en revanche, rien ne sert de rendre les choses plus complexes. Si l'on veut garantir de la qualité aux touristes qui sont accueillis, alors il faut voir que le système Airbnb est très supérieur au contrôle administratif. Si je suis logé chez des personnes qui ne mettent pas à ma disposition le logement que j'attendais, le logement qu'elles ont promis dans leur annonce, il suffit que je leur mette une mauvaise note, une mauvaise évaluation pour que très vite elles soient éjectées en dehors du système. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel contrôle administratif et ça ne coûte rien aux contribuables. Alors Européen, on a beaucoup de bureaucratie pour rien? Oui, j'ai vraiment l'impression en fait, parce que le problème c'est qu'il y a, je dirais, 2 types de personnes qui louent leur bien. Celles qui vont partir un week-end et se disent, ben voilà, c'est peut-être un moyen de me donner un budget supplémentaire, et puis celles qui en font vraiment du commerce. Et ici, tout le monde est remis dans le même paquet, tout le monde va devoir payer, c'est une procédure assez compliquée, vous avez une liste effectivement où vous devez mettre ses limites s'ils ne vous donnent pas la taille de l'essuie sur lequel vous devez déposer dans votre salle de bain, un écusson à mettre sur la porte. En fait, voilà, pour le sporadique qui, en fait, est aussi une solution pour faire revenir le touriste chez nous, parce que effectivement, c'est quelque chose un peu plus léger au niveau du budget, mais ça appelle aussi une autre clientèle qui va dépenser de l'argent à la ville. Ici, c'est encore des contraintes supplémentaires. Donc je crois qu'effectivement, il faut régulariser du côté des personnes qui en font quasi leur profession et qui donc
deviennent concurrentiels avec des hôtels, pas mais les autres. pour les autres, il y a peut-être un palier à mettre en place. Véronique de Montfort. Oui, je crois que nos sociétés sont confrontées à un vrai changement, l'ubérisation des choses, des éléments qu'on a tous connus, bien encadrés, bien précis. Je veux dire, on crache contre le vent. Hein. Je veux dire, là, ici, on revient dans l'ancienne manière. Qu'est-ce que vous allez faire, signer, etc. On ne pourra pas lutter contre ça. Donc, ce qui vaut mieux, c'est, à mon sens, accompagner les mouvements, ne pas confondre les gens et les professionnels, et permettre effectivement que ce soit un moyen d'attirer du tourisme et un autre touriste différent. Je vois Julie Frère bouillir. Non, je pense qu'il y a un vrai casse-tête pour les responsables politiques dans ces dossiers. On parle de Airbnb, mais on doit parler de toutes les autres plateformes d'économie collaborative où il faut trouver un équilibre entre une manière de protéger suffisamment le consommateur, sans tuer dans l'œuf chaque nouveau projet un peu créatif et en s'assurant d'une concurrence loyale entre les opérateurs. Donc ça fait quand même beaucoup de critères à rassembler. Et je voudrais dire que je pense que c'est extrêmement important que ces règles soient définies au niveau européen, parce qu'on a par définition ces plateformes, elles dépassent les territoires géographiques, et donc il faut clarifier les règles aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont très peu claires. Est-ce que, à partir de quel moment est-ce qu'un consommateur doit être considéré comme un professionnel? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ce n'est pas clair, parce qu'évidemment, il y a une réglementation qui protège spécifiquement le consommateur quand il est dans une relation avec un professionnel, mais entre deux consommateurs, il n'y a pas de règles spécifiques. Il faut des informations claires, il faut clarifier le rôle de ces plateformes, quelle est leur responsabilité, quelles sont les informations qu'elles doivent donner aux personnes qui se rendent sur leur site. Et je me souviens qu'il y avait un témoignage, j'ai oublié malheureusement le nom du juge qui avait dit ça, mais il avait dit je n'ai pas envie d'être à la place du premier juge qui va devoir rendre un jugement dans l'affaire Uber, parce que justement il y a tellement de critères différents à prendre en compte aujourd'hui que c'est pas évident. C'est un vrai travail et un chantier pour les Est-ce qu'il y a une position politique à avoir, Hervé Doyen, par rapport à ces phénomènes collaboratifs? Je trouve que Madame a très bien dit, il faut accompagner ce genre de choses. Donc, s'imaginer que les choses ne vont pas se faire, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les choses se font dans tous les domaines, que ce soit en matière hotelière, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière de prostitution, que ce soit, je veux dire, l'imagination, débridée au départ des moyens de communication aujourd'hui, font que les hommes politiques le monde politique est obligé d'accompagner le mouvement et faire dans l'incantation, non, les choses ne se passeront pas, ou faire croire que parce qu'on ne les nomme pas, n'existe pas, ça, il faudrait un peu dépasser ça. Et donc il faut accompagner. Mais quelle est la position que le monde politique doit avoir? C'est qu'une règle absolue, c'est la consommation, la protection des consommateurs, consommation de tout le monde, la protection de tout le monde. La deuxième, ce qui génère du revenu est déclaré. Voilà. Parce que vous savez, ces chambres, moi je suis allé à New York en Airbnb, dans un truc pourri où j'ai payé aussi cher qu'un hôtel, je n'étais pas prêt à le faire 2 fois. C'est vous qui avez fait Non, mais c'est pour vous le dire. Le propriétaire a peut-être payé des impôts. J'en sais rien, je ne suis pas sûr. Ça génère, tout ça pour vous dire, ça génère des revenus conséquents. Enfin, je veux dire, on parle dans le monde, on parle de dizaines, de centaines de milliers de chambres. J'aimerais savoir, Émile, qui est vous de votre côté, il n'y a pas une volonté d'encadrer davantage tout ça? C'est ce que le gouvernement régional a fait finalement, c'est vouloir encadrer. Je pense que je n'ai rien à ajouter de plus à ce que disait Hervé. Je pense qu'il faut être raisonnable. Les économies collaboratives, c'est l'avenir aussi. Il faut les soutenir, il faut les accompagner, mais tout revenu doit faire l'objet d'une base imposable. Il ne faut pas aller trop vite, trop fort probablement, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un, par exemple, prenons quelqu'un qui a un bien. Il loue son bien, il a un revenu qui n'est pas taxable. On est d'accord? Oui. Mais si vous en faites, au lieu d'avoir un revenu X, vous le multipliez par 5 en faisant ce type d'exercice, il est normal qu'il puisse y avoir une base taxable. Et ça, c'est important, parce que faire passer ça comme si c'était sympa, normal, jusqu'à un certain point, je pense aux hôtels. Aux petits hôtels qui sont parfois... Ne parlons pas tous ensemble. C'est pour ça que je disais qu'on doit y aller de manière raisonnable, sans décourager ce qui se passe au niveau social. Mais il faut aussi quand même rendre responsable tout le monde, parce que quand le revenu est réel, à un moment donné, il faut quand même être équilibré et pas créer une concurrence déloyale avec notre secteur hôtelier qui aujourd'hui déjà en grande difficulté. Pour terminer, un petit mot de Marcel Sel, puis Julie Frère. Berlin a interdit les appartements, la location d'appartements entiers. Donc oui, on ne peut plus louer qu'une pièce. Pourquoi? Notamment parce que les loyers, donc les gens monopolisent tellement de biens pour Airbnb
au lieu de chambres d'hôtel qui sont beaucoup plus petites, que les gens, les loyers sont en train d'augmenter de façon... Alors c'est génial de dire, oui, l'économie collaborative, ça sert tout le monde. Eh ben non, ça sert justement pas Julie forcément Frère, pour clôturer sur ce point. Simplement à dire qu'il y a une communication au mois d'avril de la part du ministre De Croo avec l'intention de taxer les revenus de l'économie collaborative, mais au-dessus d'un certain seuil. Donc ça répondrait un peu à ce que tu disais tout à l'heure. À partir du moment où on fait ça de manière très occasionnelle, on aurait un taux particulièrement réduit. Et au-delà d'un certain taux, donc c'est devenu vraiment une seconde profession, on serait taxé au taux qui s'applique aux autres. Je voudrais aborder avec vous un dernier thème, c'est cette personnalité un peu bizarre qui est Jan Jambon. Parce qu'on a beaucoup parlé déjà la semaine dernière, on a vu son côté pile, maintenant on va voir son côté face avec ce qu'il a déclaré au Parlement européen. C'était un discours où il a défendu les musulmans de Belgique et c'est Marcel Sel qui va nous traduire ce qu'il dit. Le pire que l'on puisse faire, c'est de faire de l'islam notre ennemi. C'est la pire chose à faire. Il y a 600 à 700 000 musulmans en Belgique et la toute grande majorité partagent nos valeurs. Oui, j'étais un peu plus vite que lui. Voilà, donc Emir Kir, je vais te donner la parole. Est-ce que ça a changé votre vision de Jan Jambon? Est-ce que tout d'un coup, il est devenu quelqu'un de formidable? Non, je pense que c'est du Jan Jambon tout craché, c'est-à-dire que d'un côté, il attise la haine, et quelques instants après, il essaye d'apaiser. Et donc ici, on a le Jan Jambon apaiseur au Parlement européen, qui devrait peut-être parler au Jan Jambon national qui attise la haine. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une stratégie au niveau de la NVA qui est claire et qui n'est pas arrêtée par le MR, et je le regrette, de faire l'amalgame. Et c'est vraiment dommageable parce qu'il y a toujours des imbéciles qui sont heureux de voir des situations de radicalisme. Il y en a, hein. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des imbéciles. Mais partir de ces imbéciles et dire que toute une communauté... Il y a aussi des criminels, ce n'est pas que des imbéciles. Hein. Non, il y a peut-être aussi des criminels. C'est un délit quand même. Oui, mais alors, ils sont jugés en tant que tels. Mais voilà, par exemple, quelqu'un qui aurait dansé, ok, c'est condamnable moralement, mais qu'est-ce que vous allez faire? Les mettre en prison, tous ceux qui auraient dansé, 2-3 qui auraient dansé. Ce que je veux dire par là, oui, vous pouvez les surveiller. Vous allez à n'importe quel mi-temps d'un match. En off, les gens balancent. Hein. Il y a toujours des gens qui parfois disent des bêtises. Ce que nous devons faire, nous, pédagogiquement, c'est de tirer les gens vers le haut et de rassembler la population belge dans un moment difficile qui nécessite union et solidarité contre l'extrémisme religieux du Daesh, contre le terrorisme. Et donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau avec Jambon. Et pour vous, Hervé Doyen? Entre expliquer un théorème compliqué et expliquer que le ciel est bleu, c'est plus facile d'expliquer que le ciel est bleu. Tout ça pour dire que les simplismes, dont l'extrême droite a toujours utilisé, est beaucoup plus facilement communicable. C'est pour ça qu'elle est si bien reçue. Et donc, c'est pas nouveau. L'extrême droite a toujours eu pour vous, c'est l'extrême droite, Jan Jambon? Pas loin. D'accord. Pour moi, l'extrême droite a toujours hyper bien communiqué. C'est pas neuf, ça date de la nuit des temps. Je ne vais pas faire des comparaisons qui n'en sont pas, mais la force du Troisième Reich, c'est la communication. La force des vaisseaux en Italie, c'est la communication. La force c'est un principe fondateur de l'extrême droite, c'est de savoir communiquer. Mais donc, sans aller aussi loin, il y a peut-être, on peut aussi simplement dire que c'est un double discours, qu'en fonction des gens auxquels il s'adresse. Voilà. Mais je voulais savoir, tiens, en termes politiques, le double discours, est-ce que ça peut vous arriver en fonction du public que vous voyez les uns les autres? Est-ce que vous pouvez tenir deux discours différents? Hervé Doyen. Et après, Emir Kir. Je me suis assez, dans ma modeste et petite vie politique, je me suis assez colté durement avec certaines personnes pour pouvoir prétendre à l'idée que je ne tiens pas un double discours. Emir Kir. Je ne dirais pas jusque-là, mais je dirais qu'on a parfois peut-être un accent plus fort à un endroit qu'à un autre. Mais ça, vous savez, quand vous allez parler devant un auditoire, vous parlez à des gens. Et donc vous essayez de les intéresser. Est-ce que c'est une adaptation plutôt qu'un... C'est évident. Si vous allez parler devant un auditoire d'étudiants, vous n'allez pas parler de la même manière que vous alliez parler devant des associations, puisque les gens sont plus réceptifs à certains messages. Est-ce que ça dénature totalement votre message? Je ne pense pas. Par contre, dans Jambon, ce qu'il y a de très dangereux avec la NVA de manière générale, et c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment souligné, notamment chez les analystes, c'est l'introduction dans la sphère publique, dans la sphère politique, de la religiosité. Et donc on identifie des gens comme des musulmans.
C'est choquant parce que nous avions appris à l'école que la religion, et dans notre pays, la religion faisait partie de la vie privée des gens. Et nous souhaitions que les gens, quand ils se déclinent à l'extérieur, ils se déclinent comme des citoyens de leur ville, de leur pays d'origine ou de leur pays. Et ici, il y a un monsieur qui vient, qui crée un bloc de 800 000 habitants. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Parce que quand on joue avec 800 000 Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres? Moi, je n'ai pas... Moi, je pensais qu'ils étaient même 1 million, d'après les informations. Oui, mais ça, c'est des gens d'origine musulmane. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont musulmans. C'est ça qui me dérange. Si j'allais, par exemple, dans ma commune ou dans d'autres communes, chez toi, quelqu'un a dit, moi, je suis musulman. Non, c'est un citoyen ordinaire qui fait sa vie. Mais là, ça a changé. Puisque, en attaquant le symbole religieux, il pousse les gens à défendre cette religion et cette culture. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui clairement se déclinent comme musulmans. Et ça, je trouve que ce n'est pas suffisamment souligné. C'est-à-dire que Yambon, en réalité, est un allié indirect du Daesh, où il divise les gens religieux, non religieux. Si, madame, parce que j'aurais préféré qu'il parle de voyous, qu'il parle de candidats djihadistes ou terroristes. Véronique de Montfort. Excusez-moi, mais on ne peut pas faire semblant que la religion est devenue, et je parle de la religion musulmane, mais je pourrais parler d'autres religions, un acteur essentiel de nos sociétés maintenant. Je veux dire, on n'est plus au pays des bisounours où on pensait que la religion était hors de notre vie. Elle est là, elle est présente. On a peut-être oublié de parler du fait religieux dans nos sociétés parce qu'elles ont été très fort sécularisées, mais elles sont là. Faire semblant que ça n'existe pas, on ne va jamais s'en sortir. Je vous renvoie tous à l'excellent livre de Jean Birnbaum du Monde qui a sorti un livre qui s'appelle « Le silence assourdissant du fait religieux ». Nous dire qu'on ne peut plus parler de religion dans la cité me semble vraiment se voiler la face. Ça me fait très peur de vous entendre comme ça. Mais ce que je veux dire, je vais peut-être m'expliquer davantage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites musulman et que vous parlez d'un phénomène aussi grave que de finalement faire la danse devant ce type de massacre, vous laissez sous-entendre que cette religion et cette communauté est capable de faire ça. Ça, c'est dangereux. Que vous disiez que c'est des djihadistes, que c'est des terroristes, c'est une chose. Mais vous laissez sous-entendre et vous créez dans la tête des gens la confusion. Ça, c'est grave. Ça, c'est insupportable. Ça voudrait dire que cette religion est assimilée au terrorisme. C'est en cela qu'il porte les germes de la haine et du danger dans notre société. Je suis désolé. C'est un débat intéressant. Peut-être qu'on le tiendra une autre fois. En tout cas, je trouve qu'on a déjà mis les prémices sur la table. Mais je propose de passer à nos coups de cœur, parce que nos chroniqueurs ont préparé des coups de cœur. Et on va commencer par celui de Marcel Sel. C'est la fête des mères. Voilà. Alors, Marcel. C'est vraiment un bon lien. Non, mais c'est pas la fête des mères, c'est pour la fête des mères. Voilà. Et en fait, je rends d'abord hommage à Béa Ercolini qui l'a publié. Et donc c'est un cadeau original pour la fête des mères. C'est sur africado.be. Et au lieu d'offrir un bouquet de fleurs à votre maman, vous lui offrez un bon qui prouve que vous avez donné 25 ou 40 euros à une association qui va permettre à des femmes africaines de, par exemple, faire une césarienne ou d'avoir simplement une consultation prénatale, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, vous avez 100 fois plus de chances qu'en Belgique de mourir bêtement à l'accouchement. Et voilà, et donc c'est une association, je trouve que l'idée est pas mal. Bon, moi j'appellerai d'abord ma maman pour lui dire « Maman, tu veux bien que je te donne pas des fleurs, mais que je... » Oui, que je n'achète pas des pralines dans un magasin du centre-ville, par exemple. Il y a fort besoin de clients. Alors, comme si vous êtes frères et sœurs, je dirais que l'un ira au centre-ville acheter quelque chose pour la maman et l'autre fera quelque chose pour les femmes africaines. Si vous êtes une famille nombreuse, il y en a un qui peut aller à Jette et l'autre à Saint-Geste aussi. Alors, Julie, frère, à votre tour, vous vouliez parler de la revente illégale de tickets de concert. Alors bon, c'est un coup de cœur de Testachat pour Testachat. Donc je m'en excuse, mais voilà, on sait que depuis septembre 2014, on a un nouvel outil juridique, c'est l'action réparation collective, et donc on l'utilise avec parcimonie depuis. Mais ici, c'est la première fois qu'on va l'utiliser pour la revente illégale de tickets de concert. Donc on a entendu beaucoup parler dans la presse de personnes qui ne parvenaient plus à acheter des tickets pour aller
aller voir notamment le concert d'Adèle et qu'on retrouvait ces tickets en vente à 3 000 €, jusqu'à 3 000 € au lieu de 120 € au prix d'origine. Et ce qui est très problématique, c'est qu'on a une loi qui existe en Belgique depuis 2013 pour lutter contre ce type de pratique. Mais ce que font les revendeurs, c'est qu'ils vont se localiser en Hollande et ils vont argumenter que la loi belge ne s'applique pas à eux. Alors nous, on estime qu'à partir du moment où elle est dirigée, l'activité est dirigée vers le public belge, il s'agit de concerts en Belgique, elle est d'application. Et donc nous allons introduire une action en réparation collective pour que toutes les personnes visées, alors il y a Adèle, mais il y a aussi Ellie Goulding, il y a Ennio Morricone, il y a en Flandre... c'est pas de leur faute. qui ont été visés par ces pratiques. C'est eux qui... Non, parce qu'évidemment, le grand problème, c'est aussi que ces artistes ne touchent rien de tout ça. Ils sont vraiment des escrocs et l'idée, c'est de poursuivre ces escrocs. Qu'on puisse mettre 3 000 € dans une place de concert. Oui, mais alors ça, quand même, ça d'accord, mais ce que je veux quand même dire, c'est que ce sont des gens très, très malins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les mots-clés sur Google notamment. Oui. Ils vont arriver les premiers dans les résultats et vous pensez vraiment que vous achetez un ticket réel. Et ensuite, voilà. Et donc simplement, je renvoie vers notre page testachat.be/revente ticket pour vous inscrire pour notre action. Vous trouverez même tout sur la home page de testachat. Exactement. Vivre sur voilà, très bien. Non, moi c'est un coup de cœur culturel qui a eu lieu ce dimanche à Namur qui s'appelle Cold Blood. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment ça reviendrait à Bruxelles fin d'année. Bon, c'est vrai que je m'y prends un petit peu tôt, mais c'est donc une pièce assez exceptionnelle qui est donnée notamment par Michel Andemey et Jaco van der Maal. Vous êtes installés dans cette salle théâtrale. Au-dessus, vous avez un écran type cinéma. En dessous, vous avez les gens qui réalisent en temps réel en fait le film qui est fait avec des maquettes et des petites personnes. C'est le collectif Kiss and Cry. C'est magnifique. Voilà. Et ça s'appelle Cold Blood. Et donc j'espère que le Théâtre National, je sais que c'est en discussion, on va le récupérer en tout cas pour la fin de l'année. Très bien. Alors passons maintenant au dernier coup de cœur, celui de Véronique de Montfort. C'est pour un livre. Oui, alors je ne vais pas parler d'un de mes livres, même si je dirige les éditions de la boîte à Pandore. Non, je voudrais vous parler d'un livre qui est très intéressant, qui vient de sortir, qui s'appelle La République, l'Église et l'Islam. Voilà, je pense que c'est vraiment le sujet qui pourrait nous intéresser. C'est quoi le fait religieux au sein de la cité? Comment est-ce qu'on le gère avec l'arrivée d'un islam revendicatif et identitaire? Et ce sont deux personnes extraordinaires que je vous conseille. Donc c'est l'islamologue Rachid Benzine et le père Christian Delorme qui sont engagés dans le dialogue interreligieux depuis plus de 25 ans et qui ont sorti cet ouvrage qui a été présenté en France mais qui, je pense, pourrait franchement nous être utile. On avance avec tout le monde. Merci beaucoup. Il nous reste quelques secondes. Alors, je vous propose, vous aussi, Emerkir et Hervé Doyen, s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans vos communes, de le signaler, mais très rapidement. Parfait. Dans ma commune, une initiative du lycée Guy Cudel avec les lycéens et une enseignante extraordinaire, Sabi Ali aussi. C'est une pièce de théâtre qui montre l'apport des sciences arabes et musulmanes au monde dans lequel on vit. Et ce qui est très chouette, c'est de montrer qu'au Moyen-Âge, les Arabes luttaient contre l'obscurantisme avec le savoir et la science. Et je pense que c'est aujourd'hui vraiment d'actualité. Et c'est important de valoriser les jeunes, de valoriser ces communautés qui, en fait, enrichissent notre société aujourd'hui. Hervé Doyen. Dans deux week-ends, le Jam in Jet, qui est un festival de musique du monde qui attire énormément de monde, qui est en note d'or. Et je voudrais vite rebondir sur ce que Marcel Sel nous a dit et rappeler à mes 3 enfants que ma femme, c'est pas ma mère. Et donc, parce que chaque fois, il me dit, t'as acheté un cadeau pour maman. Je leur dis, ne confondez pas tout, j'appelle pas encore ma femme maman. Et donc, c'est votre mère à vous, c'est pas la mienne. C'est votre mère. Ben, merci en tout cas à tous. Moi, je voudrais ajouter, après ce bon mot d'Hervé Doyen, je voudrais ajouter ici ce dernier coup de cœur pour la Croix-Rouge. Qui fait en fait sa quinzaine pour l'instant. Et alors, ils ont fait un énorme bandage qui se trouve un petit peu partout. On ne le voit pas bien, mais je sais mieux. Voilà, un bandage. Donc, voilà, ceci n'est pas un pansement. Et alors, il faut voir évidemment, si vous avez un gros hématome, ça vaut la peine. C'est vraiment que pour les grosses blessures. Merci à tous, invités, chroniqueurs. On se retrouve le week-end prochain pour les experts.